Bonjour et bienvenue dans la vidéo du jour 19 du challenge 30 jours de Deep Learning où on va passer ensemble de 0 à 1 en matière de Deep Learning. Saviez-vous que c'est possible de faire l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, bref, de faire des opérations mathématiques à partir des données textuelles? Ok. En général, en pratique, si vous souhaitez mettre en place, par exemple, un modèle de deep learning qui permet de détecter le sentiment associé à une phrase qui se trouve, par exemple, dans ce livre, est-ce que c'est positif, c'est négatif? Je vous recommande d'ailleurs ce livre vivement parce que c'est avec ça que je fais ce challenge. Vous avez une phrase ici, vous voulez savoir que c'est positif ou négatif. Vous pouvez mettre en place un modèle de deep learning qui vous dit cette phrase est positive, cette autre est négative. Pourquoi c'est intéressant? Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a les réseaux sociaux, on partage nos avis en commentaires, on peut avoir des commentaires, on peut mettre en place un robot, une IA, qui nous détecte en fait les commentaires qui sont positifs ou négatifs. Et grâce au deep learning, vous êtes capable de le faire. Et l'une des premières étapes pour atteindre cet objectif, c'est de réaliser ce qu'on appelle la vectorisation. Qu'est-ce que c'est? C'est l'opération qui vous permet de passer du texte là, à la représentation numérique, ok? Et en termes de vectorisation, il y a plusieurs approches. Une approche que vous allez souvent voir, c'est ce qu'on appelle le one-hot encoding. Qu'est-ce que c'est? Imaginez-vous, j'ai la phrase « Bonjour, comment allez-vous ?» On peut représenter le bonjour par un vecteur 0, 1, 0, 0. Comment 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 par exemple. Vous voyez, à chaque mot, on a un vecteur binaire. Le 1, c'est la présence du mot en question. On a vu que cette dimension, cette représentation avait une limite dans la mesure où on ne peut pas forcément bien représenter les distances qui peuvent exister entre deux mots. Parce qu'il y a des mots qui sont sémantiquement proches, mais avec le one-hot encoding, on n'est pas capable de les détecter. Pour pouvoir avoir justement cette dimension sémantique des mots qui sont proches, des synonymes et autres, il y a ce qu'on appelle l'embedding. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une technique qui va consister à transformer tous les mots, toutes les chaînes de caractères en vecteurs de variables, de valeurs réelles, en fait, des valeurs flottantes avec des virgules. Donc, on va représenter dans un espace à plusieurs dimensions et dans un texte, tous les mots auront la même dimension. C'est ça l'embedding. Et en matière d'embedding, vous pouvez utiliser les modèles qui ont été pré-entraînés. En gros, vous n'avez rien à faire. Il y a déjà des outils qui existent. Vous les réutilisez et les appliquez sur votre problématique. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment vous pouvez utiliser des word embeddings déjà pré-entraînés, c'est-à-dire entraînés sur de gros volumes de données, les adapter et appliquer à votre problématique pour avoir un modèle performant. Comme d'habitude, prenez votre ordinateur, prenez Google Colab, pratiquez, parce que c'est comme ça que vous allez réellement progresser dans ce challenge. Moi, je dis souvent que, quel que soit ce que vous voulez faire, il faut que vous mettiez de la pratique. Il faut vraiment pratiquer. Moi, j'ai envie de créer du contenu. Je partage tous les jours sur les réseaux sociaux. Je veux m'améliorer en vidéo. Je crée des challenges où je fais des vidéos tous les jours. Donc, vraiment, moi, je crois énormément à la force de la pratique. J'espère que vous également. Donc, prenez votre ordinateur et on y va. On va sur mon ordinateur pour parler ensemble de ce projet qui va consister à mettre en place un modèle qui permet justement d'analyser les sentiments des films. Pour mettre en place un tel modèle, il y a une approche en 5 étapes que je vous recommande. La première étape consiste déjà à définir la problématique. La problématique, on l'a. On veut mettre en place un modèle de deep learning qui, à partir de la description de la revue d'un film, nous dit si la description est positive ou négative. Ça, c'est la problématique. Ok, première étape, on valide. Une fois que vous avez la problématique, quel que soit le projet, la deuxième étape va consister à trouver les données. Où est-ce qu'on a ces données-là? Aujourd'hui, on va considérer que c'est un projet réel. Il y a un site que je vous recommande d'ailleurs, c'est le site de l'université de Stanford, où vous allez trouver une grosse base de données. Vous voyez ici Large Movie Review Dataset, qui contient des bases de données avec les revues sur les films positifs ou négatifs. Vous pouvez télécharger en cliquant ici. Donc, vous avez le lien en description. Allez-y, téléchargez. Voilà. Vous allez télécharger, vous allez dézipper. Une fois que c'est fait, vous venez ici sur le notebook. Moi, ma base de données ressemble à ceci, vous voyez. En fait, vous aurez deux bases.
la base test et la base train. D'abord, la base train, c'est la base d'apprentissage en général. Lorsqu'on veut construire l'IA, en général, on a une partie qui nous permet de concevoir notre IA et une autre partie qui permet de vérifier que l'IA qui a été construite fonctionne bien. En gros, une base qui nous permet de voir si le code qu'on a développé marche très bien. C'est ça, en fait, la base test. Donc, pour entraîner notre IA. Vous voyez, ici, on a un négatif, c'est l'ensemble des textes, des revues qui sont souvent négatifs ici. Négatif. Voilà, vous voyez, voilà la phrase qu'on a, un fichier. Vous avez plusieurs autres. Ça, ce sont les revues qui ne sont pas positives. Pour les valeurs positives, c'est ici dans Post. Vous avez le texte associé. Donc, on a ce texte. Nous, on veut mettre en place un robot qui récupère le texte et nous dit « Ah, c'est positif, c'est négatif. » C'est exactement ce qu'on veut faire. Donc, deuxième étape, on collecte les données. Quelle que soit votre problématique, collection des données. Et pour pouvoir travailler avec Google Colab, ma base de données est dans mon Drive. Moi, je l'ai fait essentiellement pour ce tuto, mais vous pouvez bien télécharger directement et réduire votre espace de consommation, télécharger directement à partir d'ici, sur votre compte Google. Okay? Donc, ici, le code permet juste tout simplement de rendre accessible mon espace Drive sur le Google Colab. Une fois que c'est fait, ici, c'est le chemin d'accès vers la base d'apprentissage, c'est-à-dire la base sur laquelle on va entraîner le modèle. Qu'est-ce qu'on fait ici? En gros, c'est la même chose en fait. Là, c'est la base de données, le chemin d'accès chez moi. Et là, je crée la base d'apprentissage. Vous voyez, c'est ce chemin d'accès que j'essaie de créer ici. Une fois qu'on a ça, il faut qu'on crée deux listes. Une liste avec ici les labels positifs ou négatifs et une autre liste avec l'ensemble des textes. Donc, à chaque texte, on aura son label associé. Donc, raison pour laquelle on ne va pas courir l'ensemble des textes. Vous voyez ici, on parcourt l'ensemble des labels négatifs ou positifs. On parcourt l'ensemble des dossiers. Ici, vous voyez, on prend le chemin d'accès, le dossier, ça peut être négatif, ou le dossier des positifs, ici. On va parcourir le dossier, ouvrir un fichier. Donc ici, on va ouvrir un fichier ici. Vous voyez, open, on met le chemin d'accès du fichier qu'on veut ouvrir. C'est ça, en fait, en Python. Ici, on va récupérer, vous voyez, f.read consiste à lire le fichier qu'on a ouvert. Et j'ajoute append, c'est pour ajouter un élément à la liste qu'on a créée. Donc j'ouvre le fichier ici, je lis le fichier et j'ajoute tout le texte que je trouve dans ce fichier, dans cette liste. Une fois que j'ai déjà lu, je ferme le fichier et je crée la variable label. Si c'était négatif, c'est négatif. Si c'était positif, c'est positif, etc. Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc ce code nous permet d'avoir justement deux listes, une liste avec l'ensemble des textes et une liste avec l'ensemble des revues positives ou bien c'est négatif. OK? Deuxième étape, nos données ont été importées. On a les données, on a du texte. Il faut transformer en données numériques. On va commencer par faire ce qu'on appelle la tokenisation. Qu'est-ce que c'est? En général, vous voyez, on a des phrases, en fait. Si on revient ici, on a des phrases. Tokeniser signifie, par exemple, revenir à une unité basique comme le mot. Au lieu d'avoir la phrase, on va avec 10, ce sera un token. Is, c'est un autre token. Donc, tokeniser, c'est ça. Transformer en unité comme le mot. En général, c'est le mot qu'on va utiliser. OK? Donc, c'est ce qu'on fait ici. On va mettre les paramètres de nos tokenisation comme la taille max, le nombre d'échantillons qu'on va utiliser, la taille d'échantillon de validation, le nombre de mots maximum ici. Donc, je tokenise. Une fois que j'instancie, en fait, bon, ça c'est technique, ça. J'instancie la classe tokeniseur et j'entraîne sur ma base de données mon texte pour pouvoir tokeniser. Et je transforme cela en séquence. Et une fois que j'ai transformé en séquence, ici, je récupère les indices. Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça les indices. Donc, une fois que j'ai ça, ici, je vois que j'ai 47 191 tokens uniques. On peut dire mots uniques aussi. OK? Donc, on a tokenisé. Il faut maintenant qu'on réalise ce qu'on appelle le padding. Qu'est-ce que c'est? Parce que vous avez remarqué que dans les textes qu'on a ici, on n'a pas toujours la même longueur. Le padding va faire en sorte qu'on harmonise l'ensemble des longueurs de nos vecteurs. Donc, en rajoutant par exemple des zéros à la fin, c'est ce qu'on fait ici. OK? Je fais le padding ici. Et une fois qu'on a ça, on aura une base de données qu'on peut utiliser. OK? Donc, on a notre base de données. Et ceci permet de séparer en base d'apprentissage et base de test. Base de validation. Donc, base d'apprentissage pour entraîner le modèle et base de validation pour valider sa pertinence. OK? OK. Du coup, là, on a la base de données, on a pré-traité. Jusqu'ici, on a encore du texte. C'est juste des représentations numériques du texte.
Il faut donc qu'on utilise ce qu'on appelle les modèles pré-entraînés pour réaliser l'embedding, ok? Et un modèle pré-entraîné que vous allez souvent voir sur Internet, c'est Glove. Il y a Word2Vect et autres. Glove, pré-train, embedding, vous voyez, ça existe sur Internet. Ça a été entraîné sur un vaste ensemble de données. Vous pouvez réutiliser cela. Donc, nous, ce qu'on va faire ici, vous voyez, comment est-ce qu'on importe Glove? Donc, on va importer ce que vous voyez ici. J'importe cet embedding pré-entraîné, Glove ici. Je télécharge, en fait. Je dézip. Je ne vais pas réexécuter ça parce que ça prend un peu de temps. J'exécute. Une fois que j'ai téléchargé Glove, je peux maintenant initialiser le dictionnaire pour stocker les vecteurs de mots. Ok? J'ouvre mon fichier Glove ici. C'est ça. Je parcours l'ensemble des lignes et j'ajoute les valeurs à la ligne. Je prends le premier élément qui est le mot. Je crée ma base de données avec l'ensemble des vecteurs d'embedding. Okay? Ici, je vois qu'il y a 400 000 mots trouvés dans Glove. Une fois que j'ai ça, je vais créer ma matrice d'embedding avec l'ensemble des pondérations. C'est ce que je fais ici. Ouais. Je parcours l'ensemble des mots ici et je stocke ça dans un vecteur. Donc, tout ceci vous permet en fait de récupérer justement l'embedding pré-entraîné. Vous avez votre problématique, vous avez importé les données, vous avez pré-traité les données, vous avez importé l'embedding pré-entraîné. Maintenant, c'est le moment de développer votre modèle de deep learning. Et en matière de deep learning, c'est un modèle qui a plusieurs couches. Si vous me rejoignez dans ce challenge ici, on a plusieurs couches. Je vous montre à quoi ressemble un modèle de deep learning. Pour rappel, deep learning, modèle, voilà, image, vous voyez. C'est que ça, on a une couche d'entrée qui contient nos inputs, c'est-à-dire notre texte. On a les couches cachées qui opèrent des transformations. Dans le texte, ça peut être de l'embedding, ça peut être autre chose. C'est ce que je fais ici, en fait. Ici. Donc, je crée mon modèle, j'ajoute ma couche d'embedding avec l'ensemble de caractéristiques, le mot, la dimension et la taille max. Je vais faire un flatten, c'est-à-dire réduire la dimension, aplatir un peu les résultats de cette couche. J'ajoute une couche dense pour pouvoir connecter l'ensemble des neurones. Vous voyez ici, tous les neurones sont connectés. C'est la couche dense. Et enfin, j'ajoute une couche de sortie pour faire la prédiction. C'est ce que vous voyez juste ici. Vous voyez, output layer, c'est ça. Ici, c'est ça ici, output layer, la sigmoïde pour faire la prédiction. Le summary vous donne un peu le résumé du modèle pour voir. Vous voyez. Le nombre de paramètres total, on en a combien? On en a 132. Non, 1 million, qu'est-ce qu'il dit? C'est 1 320 000 paramètres à entraîner. Sauf qu'ici, étant donné qu'on utilise un modèle d'embedding pré-entraîné, on n'aura pas besoin de réentraîner les poids de la partie embedding ici. Donc les 1 million de paramètres qui sont ici, on n'aura pas besoin de les entraîner. Pour justement signifier qu'on a déjà notre embedding, qu'est-ce qu'on fait? On va définir les poids qui viennent de la matrice qu'on a créée plus haut. Vous voyez? Et on va dire que les paramètres, en fait, de la couche, ici couche 0, c'est embedding, ne sont pas entraînables. OK? Une fois que je fais ça, vous voyez qu'ici, non-trainable params, ici c'était 0. Cette fois-ci, ce sera 1 million. Donc tout cela, on ne va pas l'entraîner en fait. Lorsque je vais estimer mon modèle, les paramètres de cette couche ne seront pas entraînés. C'est ce qu'on fait ici. J'ai mis mon embeddings. Maintenant, c'est-à-dire l'embedding, je vous rappelle, ça vous permet de transformer le texte en représentation numérique dans un espace de dimension. Comme ici, embedding, deep learning. Ok, ça permet de transformer cela. Je vous montre à quoi ça ressemble. Tac, ici par exemple, vous voyez. Donc ici, ce mot va être transformé en un vecteur qui ressemble à ça. Je me décale pour que vous voyez un peu mieux l'image. Tac, on va plutôt se décaler comme ça. Voilà. Vous voyez que ce mot ici, c'est ça, ceci, ça, ça. C'est ça en fait l'embedding. On transforme en données numériques. Ok. Une fois qu'on a fait cela, on peut donc entraîner notre modèle. Pour entraîner le modèle, on va d'abord compiler pour définir comment est-ce qu'on analyse les performances du modèle, la technique pour entraîner, RMS propre qui est basique, qui est la plus recommandée, l'encropie pour pouvoir analyser les performances, pour pouvoir la fonction de PET, et ACC pour plus c'est important, mieux c'est. Ok. Modèle.fit pour entraîner notre modèle, on met la base d'apprentissage, les labels de la base d'apprentissage, la base sur laquelle on entraîne le modèle et autres, et ensuite on sauvegarde le modèle pour pouvoir l'utiliser plus tard. Donc, lorsqu'on a entraîné le modèle, il faut analyser ses performances. Et je vous ai dit, ici, l'accuracy, ça doit être plus élevé possible, la PET plus faible possible,
ici, on parcourt l'ensemble des époques. On en avait 32, donc on va aller de 1 à 32, c'est ceci. Donc l'un des ACC, c'est la taille de ceci, c'était 32, ok. On fait un graphique avec l'ACC sur la base d'entraînement, l'ACC sur la base de validation. On ajoute le titre, on ajoute l'époque, on ajoute des exactitudes. On met la même chose pour la fonction de PED. La fonction de PED doit être la plus faible possible, en fait. Donc, base entraînement, base de validation, titre, légende. Vous avez quelque chose comme ça. On voit que sur la base d'entraînement, vous voyez que la PED, l'accuracy, est très élevée. C'est presque parfait, 100%, ok. Mais sur la base de test, ici, sur la base de validation, ici, c'est constante aussi. Presque, c'est très élevé aussi, 99%. Ouais, c'est ça. On peut même dire que le modèle surapprend un peu. On verra comment on l'améliore plus tard. Pareil, fonction de PET, ici, on est très proche de 0, là aussi. Donc, c'est comme si ce modèle surapprend. Ça veut dire que c'est très performant sur la base d'apprentissage, mais ça risque de ne pas pouvoir être généralisé. Donc, ça, c'est le premier modèle qu'on a vu. Vous voyez qu'on a une accuracy qui est plutôt très bien. On avait l'accuracy de presque 99%. On peut également construire le modèle. Donc, si vous souhaitez utiliser l'embedding pré-entraîné, voilà la technique. 4 étapes clés. Je définis ma problématique, j'importe mes données, je précrète, je définis mon modèle, je fixe le poids de l'embedding pour que ce ne soit pas entraînable. J'entraîne le modèle, je prédis, j'évalue. Vous pouvez faire la même chose, mais cette fois-ci sans embedding. C'est ça que je fais ici. Donc, je définis ici, je mets la dimension de l'embedding, mais j'entraîne tous les paramètres. Vous voyez ici, tous les paramètres sont entraînables cette fois-ci. Et je réexécute. Cette fois-ci, on a toujours un modèle qui est très performant. Donc, voilà à peu près comment est-ce que vous pouvez mettre en place un modèle qui permet de prédire si le sentiment est positif ou négatif ou pas. Donc, une fois que vous avez défini le modèle, vous pouvez le tester. Bon, on ne va pas aller en détail, mais par exemple, pour tester le modèle, vous pouvez mettre une phrase. On va prendre une phrase qui est dans un texte. Je prends par exemple ce texte ici. Vous pouvez prendre ce texte ici et vérifier que vous êtes capable, avec votre modèle, de prédire, je vais l'ouvrir dans Google Doc, oui. Avec ce modèle, vous êtes capable justement de détecter si le texte est positif, négatif ou nul. Donc, je vais prendre ce texte là comme ça et je vais le coller ici. C'est le texte que je souhaite prédire. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je mets le nombre de mots max que je vais utiliser pour entraîner. J'applique exactement les mêmes transformations que j'ai appliquées lors de la phase d'entraînement, c'est-à-dire la tokenisation, le padding. Et ensuite, je fais modèle predict. Data, c'est quoi ici? C'est les données avec padding et j'ai la prédiction. Si j'exécute ça, normalement, j'aurai le sentiment. Donc, on voit ici que le sentiment est négatif. Est-ce que c'est vraiment négatif? Vérifions. Est-ce qu'il s'est trompé? C'est un message positif, mais il considère que c'est négatif. Donc, ça, c'est trompé. Ça veut dire qu'on peut l'améliorer. Moi, je pense que le modèle a su après. Donc, l'idée ici, c'était de vous montrer la logique, vous montrer la démarche méthodologique pour vous dire c'est possible d'utiliser un Word embedding déjà pré-entraîné. Vous avez vu la démarche, essayez sur d'autres bases de données, testez de votre côté pour voir comment ça marche. Une question pour vous qui êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo. Qu'est-ce que le Word embedding? Et citez-moi 2 exemples de modèles de Word embedding pré-entraînés. Partagez vos avis en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et surtout, ça permet en fait à la chaîne de grandir. Donc, n'hésitez pas à chaque fois que vous avez l'occasion, laissez un commentaire, mettez un like, partagez parce que c'est ça qui a un impact significatif sur la chaîne YouTube, le Coin Stat. Et ça me donne la motivation de poursuivre, de continuer à faire ces challenges, de continuer à partager des vidéos comme ça avec vous. Moi aussi, ça me fait plaisir de le faire. Sur ce, si vous souhaitez revoir la playlist complète, ça s'affiche juste ici. Dans les vidéos précédentes, présuivantes, on va voir des modèles qui sont plus adaptés sur le périmètre du texte. Ici, on est resté encore sur des modèles denses, fully connected. Dans les prochaines vidéos, on va voir un modèle qui est très utilisé justement lorsqu'il s'agit de texte. C'est RNN, réseau de neurones récurrents. Sur ce, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Faites tout ce que vous voulez, mais surtout, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. Bye.